On va commencer cette nouvelle semaine de cours d'induction avec le troisième chapitre qui va porter sur la loi de Faraday. Donc les deux premiers chapitres ont servi à introduire l'un le champ magnétique, l'autre les prémices de la force, des forces de Laplace. La loi de Faraday en fait va vous permettre de montrer que une variation d'un champ magnétique au travers d'un circuit, donc selon la manière dont on prend le circuit, va induire une tension dans ce circuit et donc va pouvoir permettre le passage d'un courant. Alors juste avant de démarrer effectivement, je voulais vous montrer un petit moteur qui correspond justement à un système qu'on a décrit hier. Donc vous avez ici votre système avec le rotor. Donc le rotor, c'est le petit machin qui tourne à cet endroit-là. À l'intérieur, là, vous avez des bobines qui vous permettent de créer le champ magnétique tournant. Il est alimenté par des fils comme ça qui pénètrent à l'intérieur du système. Et ensuite, vous avez rotation à partir du moment où vous mettez la tension là-dedans. On verra un petit peu plus en détail les choses. Et puis, je m'amuserai peut-être à le démonter si jamais j'ai un petit peu de temps dans le reste dans la suite des événements. Bon. Donc, on va commencer par des rappels sur l'orientation d'une surface fermée, parce que c'est le point qui va être absolument primordial dans les exercices pour ne pas faire d'erreur de signe, du moins pour ne pas faire un nombre impair d'erreurs de signe. Donc savoir comment orienter correctement votre surface. Alors orientation d'une surface non fermée, en fait délimitée par un contour qui lui est fermé. Voilà. On va le refaire en refaisant les petits dessins qui sont là, c'est-à-dire en voyant comment vous prenez votre contour, comme ça, vous l'orientez, et l'orientation du contour par la règle de la main droite vous donne la direction du vecteur surface qui, du coup, en fait, votre contour tourne en sens trigonométrique autour du vecteur surface, et donc vous prenez votre règle de la main droite pour l'orienter. Et la plupart du temps, dans vos surfaces, qui va vous servir d'orientation, et d'ailleurs ce que je vous conseillerais fortement de faire systématiquement, c'est d'utiliser le courant pour orienter le vecteur surface. Donc là en particulier, le courant est en train de tourner comme ça, donc le vecteur surface va être orienté dans cette direction là. Donc ça, c'est le point important de cette orientation, c'est la fameuse règle de la main droite. Donc si vous prenez un circuit qui tourne et dont le courant tourne en sens trigonométrique, vous avez que votre vecteur surface va être comme ça, alors que si vous avez le circuit qui tourne dans l'autre sens, donc si je fais un truc en perspective de crâne, donc avec cette partie-là qui passe devant par exemple, vous avez la rotation dans ce sens-là, vous prenez votre main droite et vous avez votre vecteur surface qui va partir dans cette direction-là en étant orthogonal ici à la surface. Donc ça, c'est pour les rappels, toujours la règle de la main droite pour s'y retrouver. Alors, on va introduire maintenant cette notion de flux. J'en ai un tout petit peu parlé. Flux d'un champ uniforme au travers d'une surface, au travers d'une spire. Et ça va être l'outil principal qu'on va utiliser pour calculer et exprimer la loi de Faraday. Donc il faut savoir calculer facilement le flux d'un champ magnétique au travers d'une spire. Et pour ce circuit totalement plongé dans la zone de champ, vous avez ce petit dessin là. Vous avez votre circuit, son vecteur surface. Le champ magnétique va faire un petit angle avec le vecteur surface, et le flux du champ magnétique au travers du circuit va être déterminé par le produit scalaire de B avec S. Et donc on va définir, je définis mon petit circuit comme ça, qui est orienté par un certain courant, qui du coup me définit un vecteur surface qui va être comme ça. Si je prends mon flux, enfin mon petit circuit qui est dans cette direction-là, vous prenez votre champ magnétique, et ce champ magnétique va aller
par exemple, dans cette direction-là, et c'est le même partout sur tout votre circuit. Il va faire le même angle θ ici avec le vecteur surface, et on définit le flux au travers, le flux de B au travers du circuit, ce qu'on prend avec un symbole phi, le même que en fait pour le diphasage, sauf que là généralement on utilise la version majuscule du phi, et donc par définition ce flux c'est B scalaire le vecteur surface. Donc si je le réécris, ça fait B scalaire le vecteur normal multiplié par la surface, c'est-à-dire la norme de B, la norme de S et le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Donc ça, c'est la définition du flux quand le champ est uniforme, c'est-à-dire le même sur toute la surface. Et donc ça s'exprimera relativement facilement. Alors vous avez un certain nombre de propriétés de ce flux. Alors le premier, c'est que l'unité dans les systèmes internationaux, c'est le Weber. Donc le Weber qui se note WB, comme ça, hop, WB, avec bien sûr S en mètres carrés et T et B en Tesla. Donc 1 Weber, c'est 1 Tesla mètre carré. Non pas 1 Tesla par mètre carré, mais vraiment un Tesla multiplié par des mètres carrés. Donc ça, déjà, c'est l'unité qui est choisie pour le flux. Ensuite, deuxième chose, on note que le flux est maximal quand les deux sont collinéaires. Donc flux maximal si B est bien perpendiculaire à la surface, et bien sûr dans le même sens choisi pour l'orientation, hein, c'est maximal, on va dire maximal en valeur absolue, si B est perpendiculaire à la surface. Et vous avez au contraire avoir un flux qui est nul, si B est parallèle à la surface. C'est-à-dire que si votre champ B, par exemple, il est dans le plan là, quelle que soit sa direction dans ce plan-là, le flux au travers va être nul. Alors j'aime bien comparer le flux à une épuisette à papillon. Quand vous prenez une épuisette à papillon, comme ça, et que vous imaginez qu'il y a tout un tas de papillons qui sont en train de se balader, un petit peu comme dans Fantasia, vous avez l'un des premiers morceaux sur un morceau de Beethoven avec des tas de papillons qui se baladent partout. Donc vous imaginez votre flux de papillons qui est en train de se balader comme ça. Ben justement, vous allez mesurer un maximum et attraper un maximum de papillons à condition de mettre votre filet à papillons perpendiculairement au flux, et donc là il y a un maximum de papillons qui vont se prendre dans le filet à papillons. Si au contraire vous le mettez dans ce sens là, il y a des papillons qui vont passer au dessus, il y a des papillons qui vont passer en dessous, mais il n'y a aucun qui va se prendre à l'intérieur de votre filet à papillons, et donc ils seront tous sauvés. Alors après ça dépend de si vous aimez les papillons ou pas, vous pouvez imaginer ça avec un flux de moustiques, mais la chose c'est il faut que vous arriviez à vous visualiser pourquoi est-ce qu'on appelle ça un flux. Et qu'est-ce que ça donne? Si vous prenez un tuyau d'arrosage, par exemple, et que vous voulez remplir un verre, bah, si vous mettez le verre dans ce sens-là, le tuyau d'arrosage, le flux sortant du tuyau d'arrosage va passer au-dessus ou à côté du verre, mais ne va pas rentrer, alors que si vous le mettez comme ça, le verre va se remplir. Alors bien sûr, si vous faites ça avec un tuyau d'arrosage, ça va ressortir, mais en tout cas, il y aura un flux entrant, et c'est celui-là qui va m'intéresser. Donc on va tout de suite prendre un petit exercice de calcul de ces différents flux. Donc si on les trace, si je prends une spire carrée, un côté A, un côté B, on va l'orienter dans ce sens-là, et puis on trace par rapport au sens perpendiculaire ici un champ magnétique B qui fait un angle alpha là. Ben, prenez 2 secondes pour réfléchir. Que vaut le flux? Alors je vais faire tous les petits dessins et puis après je vous demanderai de mettre sur pause. Donc on fait la même chose mais on met l'orientation dans l'autre sens. Donc il y a toujours mon champ magnétique qui fait un angle alpha ici avec le système. Je prends
donc toujours en perspective de crâne, un cercle de rayon petit r avec la perpendiculaire ici. Hop, je prends un champ magnétique qui est comme ça. Alors cette fois-ci, pour changer, je vais choisir de prendre l'angle alpha, qui est l'angle par rapport à l'horizontale. Et puis, je vais tout de suite essayer de voir, de généraliser un tout petit peu, et on en parlera tout à l'heure, de ce qui va se passer si, hop, je prends de nouveau ma perpendiculaire, j'ai un champ B ici qui fait un angle alpha là, sauf que ce champ B, il n'est présent que sur la zone jusqu'à X, et puis là j'ai un B égale 0 dans la zone d'à côté, j'ai toujours une longueur totale qui fait A, et puis une profondeur qui va faire petit b. Donc mettez voir sur pause 2 secondes, et essayez de m'écrire les flux correspondant à chacune de ces situations. Voilà, vous avez terminé. Donc, si je l'écris, il faut à chaque fois exprimer le vecteur surface. Là, le i, enfin l'orientation est dans ce sens-là, donc le vecteur surface, si je le dessine, hop, en rouge ici, il va être dans ce sens-là. Et donc le produit scalaire va faire apparaître la surface fois le champ magnétique, donc ABS fois le cosinus de l'angle entre les deux, non, ABB, pardon, le S c'est justement le AB, fois le cosinus de l'angle entre les deux, et cet angle-là, c'est alpha, tout va bien. Si je prends ce système-là, ça tourne dans l'autre sens, ça veut dire que ma règle de la main droite me dit que le vecteur surface, il est en train d'aller vers le bas, et l'angle qu'il y a entre les deux, phi c'est toujours la surface fois le champ magnétique fois le cosinus de l'angle entre les deux, mais le cosinus de l'angle entre les deux, c'est pi moins alpha. Ce qui veut dire que vous allez avoir du ABB avec un moins ABB cosinus alpha. C'est normal, vous avez changé le sens, le produit scalaire change de signe, et donc vous avez l'opposé de l'expression du flux qui était juste avant. Si vous prenez celui-ci, la surface, cette fois-ci, c'est la surface d'un cercle, donc c'est pi r carré. Alors, je n'ai pas orienté, mais c'est une erreur, une grosse erreur. Donc, on va rajouter l'orientation comme ça, et puis celle-là, on va la mettre comme ça. Si je l'oriente dans ce sens-là, si jamais vous avez fait le choix opposé, il y aura un signe qui va changer. J'ai mon vecteur surface qui va être vers le bas. Cette fois-ci, le vecteur surface, il s'écrit pi r carré. Je multiplie par b et je multiplie par cosinus de l'angle entre les deux. Et le cosinus de l'angle entre les deux, c'est pi sur 2 plus alpha. Et cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc je me retrouve avec du moins pi r carré b sinus alpha. Donc il faut effectivement faire attention avec l'orientation et puis le petit changement dans l'expression de la surface. Et si jamais j'ai une zone où le champ magnétique est nul, c'est comme si vous aviez en fait un flux de papillons, mais les papillons ils s'arrêtent là, et donc vous mettez votre filet à papillons un tout petit peu à l'extérieur du faisceau de papillons. La partie du filet pour lequel il n'y a aucun papillon qui passe, elle ne contribue pour rien dans votre système, et donc votre flux va s'écrire, alors là avec l'orientation que j'ai choisie, ça va être dans ce sens-là, j'ai mon S dans ce sens-là, et je vais donc avoir un flux qui va faire intervenir juste la surface utile, disons, et cette surface utile, ça va être BX, je vais avoir la norme de mon B, et bien sûr le cosinus de l'angle entre les deux, et là c'est directement alpha. Donc on a un moyen de calculer ces différents flux. Alors bien sûr, là, ce cas-là, c'était déjà une extension puisque le circuit n'était pas totalement plongé dans la zone de champ. On va justement voir plus particulièrement pour un circuit qui est partiellement plongé dans la zone de champ.
Donc, si une zone de champ est que partielle, ne compte que les surfaces effectivement traversées par un champ, ne compte que les surfaces où le champ est non. Donc si on fait un petit exemple avec un petit exercice. Là encore, je vais vous demander de mettre sur pause 2 minutes et d'essayer de le traiter. Vous avez un solénoïde. Un solénoïde où vous avez des tas de courants qui passent comme ça. Donc partout, vous avez ça s'enroule dans ce sens-là. Donc vous avez un solénoïde. Solénoïde, c'est un synonyme de bobine, un embobinage de spire dans lequel parcourt un courant I. Et autour de ce solénoïde, on va mettre une autre spire, une spire circulaire, qui va du coup passer comme ça, et qu'on voit passer derrière le solénoïde. Et celle-ci, elle est orientée par un petit i. Donc elle est extérieure. Le solénoïde, c'est des tas de spires que vous avez ici. Il y a n, petit n spires par mètre, par unité de longueur, dans le solénoïde. Et moi, ce que je veux, c'est le flux du champ magnétique créé par le solénoïde au travers de la spire. Donc, question, que vaut phi au travers de la spire? Sinon, je vais encore introduire juste les rayons dont on va avoir besoin. J'ai un A, j'ai un B, j'ai mon axe ici qui est l'axe des Z. Et avec ça, normalement, vous devez pouvoir me calculer le flux du champ magnétique au travers. Vous avez 2 minutes. Mettez sur pause et regardez. Et réfléchissez, écrivez-le. Voilà. Donc, si je fais la correction maintenant, le solénoïde vous permet d'avoir un champ magnétique. Vous voyez qu'il s'enroule dans ce sens-là. Donc, je vais avoir un champ magnétique B uniforme à l'intérieur, puisqu'on a dit qu'un solénoïde, c'était une source de champ magnétique uniforme. Sauf qu'à l'extérieur du solénoïde, le champ magnétique est nul. Donc, à l'extérieur, vous avez un champ magnétique qui est nul. Et ce champ magnétique B interne, on va mettre B int comme ça, a une expression, et vous avez que B interne, c'est mu0 n I, avec I, le I qui traverse effectivement le solénoïde, selon Z. Bon, si je regarde le vecteur surface, qui est comme ça, c'est orienté dans le même sens, donc mon vecteur surface va être dans cette direction-là. Et phi, par définition, s'écrit B int scalaire la surface intérieure, le vecteur surface qui correspond à la surface de section de la spire, plus 0 scalaire le vecteur surface qui correspondrait à l'extérieur. Et ça, ce terme-là, me donne effectivement 0. Donc, je me rends compte que les deux sont que linéaires, donc le produit scalaire, c'est simplement le produit des normes. Donc, j'ai le B intérieur, mu0ni, multiplié par la surface intérieure. La surface intérieure, si c'est un truc à section circulaire, ce sera simplement pi a carré. Donc, vous avez l'expression de votre flux dans cet exemple particulier. Alors, autre exemple, vous prenez une spire carrée qui tombe dans une zone de champ uniforme. Donc là, l'important, c'est de nouveau de faire le dessin correctement. Donc vous avez un axe des Z qu'on va mettre vers le bas, un axe des X qu'on va mettre dans cette position-là, et votre spire carrée qui est installée comme ça, elle est de côté A,
donc là aussi à l'horizontale. Et on va noter par Z, là c'est le 0, on va noter par Z la cote, l'altitude, enfin la profondeur plus exactement, de la partie BC qui est ici. Donc on a ABCD. Vous avez un champ magnétique qui est non nul dans la partie basse et qui est nul dans la partie haute. Et le but est de trouver le flux au travers de ce truc-là en fonction du Z correspondant. Je vous laisse 2 minutes et on reprend après. Donc pour calculer le flux, il suffit de considérer la surface qui est là. Alors bien sûr, il va aussi falloir orienter notre spire. Et donc par exemple, pour l'orienter dans le même sens que le champ magnétique, histoire de ne pas s'embêter, on va le prendre dans ce sens-là. La règle de la main droite me dit bien que cette surface va monter. Et donc ce flux s'écrit tout simplement B scalaire la surface qui correspond à ça. Et cette surface-là, c'est A multiplié par Z. Et le champ magnétique est collinéaire et de même sens, donc on a directement AZ fois B. Ça sera le début d'un exercice très très classique, puisque la chute de ce cadre dans cette zone-là va créer un flux qui va changer au cours du temps, puisque Z va changer au cours du temps, et cette variation au cours du temps, par la loi de Faraday, va induire une tension à l'intérieur de votre système, qui va lui-même induire un courant, qui va avoir tendance à, par la loi de Lenz, à s'opposer au mouvement et donc freiner ça, et ça va créer un courant qui aura tendance à porter le cadre vers le haut et à l'empêcher de trop tomber. Bien, alors, ce qui arrive aussi extrêmement souvent, c'est de devoir créer ou devoir calculer le flux d'un champ uniforme au travers d'un certain nombre de spires, au travers d'une bobine. Donc flux d'un champ uniforme sur toute la bobine au travers d'une bobine de n spires. Là, c'est relativement simple. Chacune des spires est traversée par un flux, et le flux total, ça va être la somme de tous ces flux. Donc, au travers d'une bobine de n spires, vous avez que le flux total, ça va être n fois le flux au travers de une spire. Et il suffira de calculer le flux au travers d'une spire et multiplier par n pour avoir le résultat voulu. Alors, le petit titre. Hop. Et finalement, pour essayer de déterminer le flux d'un champ quelconque au travers d'une surface, on va essayer de se ramener au cas uniforme, un champ quelconque. Et pour se ramener au cas uniforme, il suffira de faire un zoom, puisque plus on zoome sur une partie, moins le champ va changer, puisque localement il est quasiment constant. Et on peut donc se ramener à un flux plus faible. Alors là, je vais prendre ces petits dessins. Vous voyez qu'on a notre contour fermé qui est ici. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la bulle de savon qui se fait ça, on peut appliquer sur la surface n'importe quelle bulle de savon, donc avoir une surface qui soit même pas plane elle-même, alors que mon vecteur surface, à chaque fois je l'ai défini pour une surface plane, mais localement, si on découpe la surface en des tas de petites surfaces avec un quadrillage, ces quadrillages sont quasiment plans, donc ils ont pour chacun un vecteur normal qui leur est associé, et je peux déterminer que si le quadrillage est suffisamment fin, c'est-à-dire si cette surface-là est suffisamment petite, je vais avoir un flux qui va s'écrire, qui va pouvoir se calculer sur chacun des quadrillages, et le flux total, ça va être la somme des flux sur l'ensemble des quadrillages. Alors, si vous regardez ici, vous allez avoir le flux, c'est la somme sur les deux coordonnées I et J des champs magnétiques sur chacun des points de quadrillage scalaire, le vecteur normal à chaque quadrillage et la surface correspondante, et donc on va se retrouver avec une intégrale double. Donc, si on fait un petit dessin pour votre cours, quand vous avez un système comme ça avec des surfaces qui ne sont pas forcément droites, hop, par
exemple, pour bien voir qu'il y a un aspect bombé. Vous pouvez définir pour chacune de ces surfaces un vecteur normal. Là, vous avez un vecteur normal, là, vous avez un vecteur normal, là, vous avez un vecteur normal. Hop, à tous ces endroits, vous avez à chaque endroit aussi un vecteur champ magnétique qui va se balader, qui va dépendre du point où je me place. Donc ça, c'est B, I, J. Là, j'ai le vecteur normal qui correspond à ma case IJ. Là, j'ai la coordonnée I, ça correspond à cette zone-là. La coordonnée J, ça va correspondre à celui-là. Donc là, on a les deux coordonnées qui définissent ma case. Et on définit le flux total. Et ça, ce sera par exemple pour le calculer de manière numérique en faisant la double somme à la fois sur I et sur J, donc ça correspondrait à une double boucle informatiquement des BIJ scalaire, la surface de cette zone IJ fois le vecteur normal à la zone IJ correspondante. Donc, bien sûr, si j'oriente ma surface globale avec ce contour-là, je garde la même orientation pour tout le monde, tous les NIJ pointent globalement dans le même sens, même si localement la direction peut changer un petit peu, le sens global va être identique. Et si je l'écris, donc ça c'est écrit de manière petit découpage, et si je fais l'écriture intégrale, ça correspond à faire une intégrale. Je diminue de plus en plus ces surfaces-là, donc je prends un maillage de plus en plus fin. Je me retrouve donc avec un vecteur surface ds qui correspond à un élément infinitésimal de surface perpendiculaire localement à la surface, et je me retrouve avec du b scalaire ds. Voilà, donc on se retrouve avec un phi total qui est défini par cette intégrale où B change en fonction de l'endroit, donc sur toute la surface S, on va faire cette somme. Et vous verrez effectivement dans le chapitre 1, le I1, j'avais mis un petit cercle ici pour dire qu'en fait la surface considérée sur laquelle je faisais mon intégration était fermée, et le flux au travers d'une surface fermée sera toujours nul. Là, je prends le flux au travers d'une surface qui est délimitée par un contour, mais elle ne délimite pas, elle, un intérieur ou un extérieur. Bien, donc une fois qu'on a ça, on va se poser les questions de savoir quelles sont les causes de variation du champ magnétique, du flux magnétique, causes de variation du flux magnétique. Et globalement, on va en avoir 3. Donc je vais me revenir au cas d'un champ uniforme sur une surface plane, champ uniforme avec une surface plane, qui est quand même le cas sur lequel on va souvent essayer de se ramener, ou même dans les exercices, on arrive très souvent à s'y ramener. Et puis vous aviez votre flux qui s'écrivait de la sorte, qui dépendait du champ magnétique, de la valeur de la surface et de l'angle. Et donc les causes de variation possibles vont être au nombre de 3, puisque vous avez 3 facteurs là. Donc les causes de variation, c'est soit la norme de B change, donc la norme du champ magnétique change, donc ça c'est une cause de variation possible. Vous avez que l'orientation relative de B et S change. Donc, pour l'orientation relative du vecteur B et du vecteur S change, ce qui veut dire en d'autres termes que θ, l'angle θ change, on va avoir une orientation qui se déplace comme ça, et puis vous pouvez avoir une variation de la surface, soit parce que une surface de plus en plus grande est plongée dans le champ magnétique, soit parce que vous avez un circuit qui est déformable, comme c'est le cas par exemple dans l'expérience des rails de Laplace, et donc vous allez avoir un changement au niveau de la valeur de votre flux, et qui ce changement par la loi de Faraday nous permettra de revenir au courant induit. Donc là il y a une petite illustration, vous voyez que si je prends une spire
qui est plongé dans un champ magnétique qui vient par là. C'est un petit peu là mon histoire de filet à papillon. Si vous n'orientez pas correctement votre filet à papillon, vous ne pouvez récupérer qu'une partie du filet à papillon, et c'est un peu équivalent à une spire qui serait de rayon plus faible, de rayon R cosinus θ. Donc vous allez forcément attraper moins de papillons par ce biais-là, et ça va nous changer légèrement les choses. Alors la spire, en fait, ici là, elle est circulaire. Ici, elle sera ovale parce que la largeur dans cette direction-là ne change pas. C'est juste le problème de l'orientation du champ magnétique. Donc là, ça va nous permettre de faire quelques calculs sur ces points.